J'ai découvert que toute ma famille savait que mon mari me trompait avec ma sœur depuis 2 ans et personne ne me l'a dit. Ils trouvaient ça drôle. Je ne savais pas. Alors, j'ai trouvé ça drôle quand j'ai dénoncé la fraude fiscale familiale à l'administration fiscale. J'ai besoin d'écrire tout ça avant de perdre complètement la tête. Mes mains tremblent encore en tapant ceci, 8 mois après que tout a explosé. Les gens n'arrêtent pas de me dire que je suis allé trop loin, mais ces mêmes personnes m'ont regardé être humilié pendant 2 ans sans dire un mot. Laissez-moi commencer par le début. J'ai 34 ans et, jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir une vie plutôt belle. Je travaillais comme comptable principal dans un cabinet de taille moyenne à Lyon. Mon mari, Nicolas, était directeur des ventes dans une entreprise technologique. Nous étions mariés depuis 8 ans, ensemble depuis 11. Nous avions une belle maison en banlieue, 2 chats, et nous parlions de fonder une famille. Ma sœur, Vanessa, a 2 ans de moins que moi. En grandissant, nous étions proches. Elle était la boute en train, la spontanée, tandis que j'étais toujours la grande sœur responsable. Nos parents, Gérard et Pascal, dirigeaient une entreprise prospère de gestion immobilière spécialisée dans l'immobilier commercial. Ils l'avaient bâtie à partir de rien en 30 ans, et cela les avait rendus riches. Pas riches au point d'être milliardaires, mais assez à l'aise pour prendre une retraite anticipée s'ils le voulaient. Vanessa travaillait pour l'entreprise de nos parents en tant que directrice marketing. Elle avait toujours été leur préférée, bien qu'ils ne l'admettraient jamais. À leurs yeux, elle ne pouvait rien faire de mal. Quand elle a abandonné l'université en 3e année, ils lui ont simplement donné un emploi. Quand elle a détruit sa voiture en conduisant ivre, ils ont tout payé et ont fait disparaître l'affaire. J'avais obtenu mon diplôme de comptabilité, réussi mon examen d'expert comptable du premier coup, et gravi les échelons dans mon cabinet. Mais d'une manière ou d'une autre, le fonds en fiducie de Vanessa était toujours plus important. Je n'en suis pas amer, ou du moins je ne l'étais pas. Il y a 3 semaines, je suis rentré tôt du travail. Je ne me sentais pas bien de toute la journée, je couvais probablement quelque chose. La voiture de Nicolas était dans l'allée, ce qui m'a surprise car il avait une importante réunion avec un client cet après-midi-là. Je suis entré dans notre maison et j'ai immédiatement entendu des bruits venant de l'étage. Vous savez ce qui vient ensuite? J'aimerais ne pas avoir à l'écrire, mais c'est important. J'ai trouvé mon mari et ma sœur dans notre chambre. Dans le lit où je dormais chaque nuit. Ils ne m'ont même pas entendu au début. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 30 secondes. Puis Vanessa a levé les yeux et m'a vu. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas précipitée pour se couvrir. Elle a juste souri. Elle m'a réellement souri. Oh, dit-elle, comme si je l'avais surprise en train de préparer ses repas. Je suppose que nous avons fini de faire semblant maintenant. Nicolas, au moins, a eu la décence d'avoir l'air horrifié. Il a sursauté, a commencé à balbutier des excuses, cherchant ses vêtements, mais Vanessa est restée allongée là. Elle a remonté le drap jusqu'à sa poitrine, me regardant avec cette expression amusée. Depuis combien de temps, je me suis entendu demander. 2 ans, a dit Vanessa. Nicolas disait quelque chose pour la contredire, mais elle a parlé plus fort que lui. 2 ans le mois prochain, en fait. Nous comptions te le dire après ton anniversaire. On ne voulait pas gâcher ta journée spéciale. J'avais l'impression de flotter hors de mon corps. Cela ne pouvait pas être réel. C'était ma sœur, mon mari. 2 ans. Je me suis retourné et je suis descendu. Ils m'ont suivi, enfilant tous deux des vêtements. Nicolas pleurait, s'excusait, disait que cela ne signifiait rien. Vanessa était plus silencieuse, se contentant d'observer. Tout le monde est au courant, dit-elle soudainement. Maman, papa, tante Denise, oncle Christophe. Nous leur avons dit l'année dernière à Noël. Cela m'a glacé sur place. Je me suis retourné pour la regarder. Quoi? Elle a haussé les épaules. Nous avions besoin de conseils sur la façon de te le dire. Ils ont tous pensé qu'il valait mieux attendre que tu sois dans un meilleur état d'esprit. Je n'étais pas dans un mauvais état d'esprit. J'allais bien. J'avais toujours été bien. Ils trouvaient ça drôle que tu ne saches pas, a continué Vanessa. Papa n'arrêtait pas de faire des blagues à ce sujet à Pâques. Tu te souviens quand il a dit que tu devais faire plus attention à ce qui se passait sous ton propre toit? C'était à propos de ça. Je m'en souvenais. J'avais ri avec eux,
pensant qu'il parlait de la fuite dans le sous-sol que nous avions finalement fait réparer. Nicolas secouait la tête. Vanessa, arrête. Ce n'est pas, c'est exactement la vérité, l'interrompit-elle. Nous arrivions au dîner de famille ensemble. Nous partions ensemble. Maman nous a couverts 2 fois quand tu as failli nous surprendre. Elle t'a dit que j'étais à un séminaire de travail. La pièce a tourné. J'ai attrapé le dossier du canapé pour me stabiliser. Dehors, ai-je murmuré, puis plus fort, sortez de ma maison, tous les deux. Nicolas a essayé de s'approcher de moi, mais je lui ai hurlé dessus jusqu'à ce qu'il parte. Vanessa a pris son temps, ramassant ses affaires dans ma maison. Elle avait des affaires ici. Une brosse à dents dans notre salle de bain, des vêtements dans mon placard. Comment n'avais-je pas remarqué? Après leur départ, j'ai appelé ma mère. Oh, ma chérie, dit-elle quand je lui ai dit que je savais. Nous allions te le dire un jour. Nous ne voulions simplement pas te contrarier inutilement. Inutilement? Maman, c'est mon mari. Eh bien, oui, mais tu dois comprendre que Vanessa et Nicolas sont amoureux. Un amour véritable. Ce n'est la faute de personne s'ils se sont trouvés. Ce sont des choses qui arrivent. Je lui ai raccroché au nez. Puis j'ai appelé mon père. Il a été moins sympathique. Tu es dramatique, a-t-il dit. Le mariage, c'est compliqué. Peut-être que si tu avais été une meilleure épouse, Nicolas n'aurait pas eu besoin de chercher ailleurs. Vanessa nous a dit que tu le touchais à peine. C'était un mensonge. Notre intimité avait été bonne, normale, mais ils avaient tous choisi de croire la version de Vanessa. J'ai ensuite appelé ma tante Denise, la sœur de ma mère. Elle avait toujours été gentille avec moi en grandissant. Elle comprendrait sûrement. Ma chérie, nous pensions tous que tu savais et que tu étais d'accord avec ça, a-t-elle dit. Tu avais l'air si heureuse lors des dernières réunions de famille. Nous avons pensé que Nicolas et toi aviez une sorte d'arrangement. Un arrangement? Il pensait que j'étais d'accord pour que mon mari couche avec ma sœur. Les jours suivants ont été un brouillard. J'ai emménagé dans un hôtel. Je ne pouvais pas rester dans cette maison. Chaque surface semblait contaminée. J'ai appelé le travail pour me mettre en arrêt maladie, prétextant une grippe. Je ne pouvais pas fonctionner. Des amis ont commencé à prendre de mes nouvelles. Apparemment, Vanessa avait publié sur les réseaux sociaux qu'elle et Nicolas étaient, enfin libres d'être ensemble, et remercié notre famille pour leur soutien pendant cette période difficile. Elle était dépeinte comme une sorte d'héroïne romantique. Mon téléphone a explosé de messages. La plupart de mes amis étaient horrifiés. Ma collègue, Amélie, est venue à mon hôtel et m'a simplement serré dans ses bras pendant que je pleurais. Mais certains amis communs, des gens qui nous connaissaient toutes les deux, Vanessa et moi, m'ont envoyé des messages disant que l'amour est compliqué, et que on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. J'ai engagé un avocat spécialisé en divorce nommé Maître Dubois. Il était cher mais fortement recommandé pour les divorces très conflictuels. Quand je lui ai raconté la situation, son expression est restée neutre, mais j'ai vu un éclair de colère dans ses yeux. Assurons-nous qu'ils n'obtiennent pas un centime de plus que le strict nécessaire, a dit Maître Dubois. La première consultation a duré 3 heures. Maître Dubois a pris des notes méticuleuses pendant que je lui expliquais tout, la chronologie de mon mariage, le comportement de Nicolas au cours des 2 dernières années qui prenait soudain tout son sens, les dîners de famille où tout le monde savait sauf moi. Chaque détail comptait. J'ai vu beaucoup de divorces sordides, a dit Maître Dubois en se penchant en arrière dans son fauteuil. Mais ce niveau de collusion familiale est rare. Vos parents ont activement facilité une liaison entre votre mari et votre sœur. Ce n'est pas seulement de la trahison, c'est de la tromperie coordonnée. Il m'a interrogé sur nos biens. La maison était à nos 2 noms, achetée il y a 6 ans. Nicolas gagnait un peu plus que moi, mais pas de beaucoup. Nous avions des comptes joints, des cartes de crédit jointes, un portefeuille d'investissement commun. Tout était enchevêtré comme c'est le cas quand on construit une vie avec quelqu'un. Le régime matrimonial par défaut en France est la communauté de biens réduite aux acquêts, a expliqué Maître Dubois. Le tribunal divise les biens équitablement. Cependant, compte tenu des circonstances de la liaison, en particulier de sa durée et de l'implication de la famille, nous pouvons plaider pour une répartition qui vous soit plus favorable. J'ai hoché la tête, essayant d'absorber la terminologie juridique. Mon cerveau était dans le brouillard. Je n'avais pas mangé correctement depuis des jours.
Maître Dubois m'a étudié attentivement. Avez-vous réfléchi à ce que vous voulez obtenir de tout cela au-delà du divorce légal? Je veux qu'il souffre, ai-je dit. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Je veux qu'ils souffrent tous comme je souffre. Il n'a pas semblé choqué. C'est normal. Mais la vengeance peut être coûteuse et épuisante sur le plan émotionnel. Mon travail est de protéger vos intérêts légalement. Ce que vous faites au-delà de cela, c'est votre choix. Cette conversation a semé une graine dans mon esprit. Que voulais-je au-delà du divorce? Nicolas s'en sortirait. Il épouserait Vanessa, aurait le bébé, passerait à autre chose. Mes parents garderaient leur entreprise et leur argent. Vanessa serait réintégrée dans le giron familial comme l'enfant prodige qu'elle avait toujours été. Et moi? Je serais la paria de la famille, l'ex-femme amère qui ne pouvait pas tourner la page, la sœur jalouse qui ne pouvait pas être heureuse pour eux. À moins que je ne change complètement le récit. L'avantage d'être comptable, c'est que l'on remarque des choses. On voit des schémas. Et au cours des 8 dernières années de mariage, j'avais remarqué des schémas intéressants dans les finances de Nicolas. L'entreprise de Nicolas avait une politique de notes de frais généreuse. Trop généreuse. J'avais toujours pensé qu'il se faisait rembourser des dîners avec des clients, des voyages, des divertissements. Mais j'avais vu certains des reçus, des restaurants loin de tout client, des chambres d'hôtel dans notre propre ville, des dépenses les jours où il était censé travailler à domicile. J'ai commencé à examiner nos dossiers avec un regard neuf. Chaque reçu que j'avais nonchalamment remarqué au fil des ans a soudain pris une nouvelle signification. Ce dîner client dans ce restaurant gastronomique du centre-ville il y a 18 mois, j'ai consulté nos relevés de téléphone portable de cette date. Le téléphone de Nicolas avait borné sur une antenne près de l'appartement de Vanessa toute la soirée. Le restaurant était à 3 pâtés de maison de chez elle. Un voyage d'affaires à Marseille au printemps dernier, j'ai trouvé une publication sur les réseaux sociaux que Vanessa avait supprimée, mais que j'avais vue dans l'historique de mon navigateur. Elle avait posté une photo du Vieux-Port avec la légende « Escapade spontanée le temps d'un week-end » avant de la retirer rapidement. Nicolas était à Marseille ce même week-end pour son séminaire de vente. Les frais de chambre d'hôtel à Lyon étaient les plus accablants. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'un hôtel dans sa propre ville pour affaires? J'ai recoupé les dates avec le calendrier de Nicolas et notre calendrier familial partagé. Chaque séjour à l'hôtel correspondait à une nuit où j'étais en déplacement pour rendre visite à ma colocataire d'université à Nice ou lorsque j'avais dû travailler tard sur un audit majeur. Ils avaient aussi utilisé notre maison, réalisé jeu avec une nausée grandissante. Toutes ces fois où Nicolas m'avait suggéré d'aller à la salle de sport après le travail ou m'avait encouragé à dîner avec des amis. Toutes ces soirées où il avait dit qu'il devait travailler tard mais serait à la maison à mon retour. Il avait donné à Vanessa l'accès à notre maison, à notre lit. J'ai créé des feuilles de calcul, codées par couleur selon le type de dépense et la probabilité de fraude. J'ai tout recoupé avec les dates, les lieux et les preuves à l'appui. C'était thérapeutique d'une certaine manière, de transformer ma rage en données. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne vous manipulent pas. Le montant total que Nicolas avait facturé sur sa carte de crédit d'entreprise pour la liaison s'élevait à environ 40 000 € sur 2 ans. C'était un délit grave en France si son entreprise choisissait de porter plainte. Mais plus important encore, c'était une violation claire de son contrat de travail, que je l'avais aidé à réviser lorsqu'il avait obtenu le poste il y a 5 ans. Mes mains tremblaient en compilant les preuves. C'était réel. Cela détruirait sa carrière. Son entreprise avait une politique de tolérance zéro pour la fraude aux notes de frais. Ils avaient fait un exemple de quelqu'un il y a 3 ans qui avait truqué ses rapports de kilométrage. Les violations de Nicolas étaient exponentiellement pires. Mais la fraude de Nicolas n'était rien comparé à ce que j'ai découvert en fouillant dans les affaires de ma famille. J'ai sorti chaque relevé bancaire, chaque facture de carte de crédit, chaque reçu que je pouvais trouver. Et c'était là, un schéma clair de son utilisation de l'argent de l'entreprise pour financer sa liaison avec ma sœur, des hôtels de luxe, des restaurants chers, des week-ends à la côte qu'il prétendait être pour le travail. Ce serait un problème pour Nicolas et son entreprise. Mais ce n'était rien comparé à ce que j'ai trouvé en examinant les affaires de ma famille. Vous vous souvenez que j'ai dit que je suis comptable, une experte comptable diplômée? Je sais comment les finances d'une entreprise sont censées fonctionner. Et il y a des années, à l'époque où je pensais encore que ma famille m'aimait, mon père m'avait demandé de jeter un œil à certaines de leurs déclarations de revenus d'entreprise. Il voulait un deuxième avis pour s'assurer que tout était légitime.
Le souvenir m'est revenu avec une clarté cristalline. C'était il y a 6 ans, juste après avoir réussi mon examen d'expert comptable. Mon père m'avait emmené déjeuner dans son restaurant préféré, avait commandé du champagne pour célébrer ma réussite. Puis il avait sorti un dossier de documents fiscaux. « Tu es l'experte maintenant », avait-il dit avec fierté dans les yeux. « Je veux m'assurer que nous faisons tout dans les règles de l'art. Pourrais-tu y jeter un œil? Juste vérifier notre travail ?» J'avais été flatté. Mon père, l'homme d'affaires prospère, me demandait mon avis professionnel. J'avais passé une semaine à examiner leurs déclarations le soir, à prendre des notes, à surligner les domaines qui semblaient douteux. Les entreprises de maintenance m'avaient immédiatement sauté aux yeux. L'entreprise de gestion immobilière de mes parents payait des centaines de milliers d'euros par an à divers entrepreneurs pour l'entretien, les réparations et les rénovations des bâtiments. Mais lorsque j'avais recoupé les noms des entreprises avec les registres du commerce, plusieurs n'existaient pas. D'autres étaient enregistrés à des adresses qui se sont avérées être des terrains vagues ou des boîtes postales. J'avais également remarqué des divergences dans les déclarations de taux d'occupation. Des propriétés déclarées vacantes à des fins fiscales, réduisant ainsi leur revenu locatif imposable, mais lorsque j'étais passé devant quelques-unes par curiosité, elles étaient clairement occupées, des voitures dans les allées, des lumières allumées, du courrier dans les boîtes aux lettres. Lorsque j'ai présenté mes conclusions à mon père, il a hoché la tête sérieusement. « Bien vu », avait-il dit. C'est exactement pourquoi j'avais besoin d'un regard neuf. Notre comptable devient négligent. Je vais lui faire corriger ses problèmes immédiatement. J'avais été fier. J'avais aidé mon père à éviter des problèmes potentiels avec le fisc. J'avais prouvé ma valeur en tant que professionnel. Il m'avait remercié abondamment, m'avait de nouveau emmené dîner, avait dit à ma mère à quel point j'étais brillante, puis rien n'avait changé. J'avais supposé qu'il avait géré la situation discrètement, réglé les problèmes sans en faire toute une histoire. Je lui faisais confiance parce que c'était mon père, et les pères ne mentent pas à leurs filles sur une fraude fiscale fédérale. Sauf que le mien l'avait fait. J'avais trouvé des divergences à l'époque, des petites. Je les avais signalées à mon père, suggéré des corrections. Il m'avait remercié et dit qu'il s'en occuperait. Il ne s'en était pas occupé. Il était juste devenu meilleur pour le cacher. Mais j'avais encore des copies de ses anciennes déclarations, et j'avais toujours accès à certaines des informations financières de l'entreprise parce que j'étais techniquement toujours listé comme utilisatrice autorisée sur leur portail de logiciels comptables d'il y a des années, quand je les avais aidés. Ils n'avaient jamais pris la peine de supprimer mes identifiants d'accès. Alors j'ai regardé. Vraiment regardé. L'entreprise de gestion immobilière était un jeu de bonneteau. Il faisait passer les revenus locatifs par de fausses entreprises de maintenance. Il déclarait des propriétés comme étant vacantes alors qu'elles étaient en fait occupées. Il déclarait des dépenses professionnelles pour des achats personnels. Mon père avait acheté un bateau l'année dernière et l'avait en quelque sorte déduit comme un véhicule d'entreprise pour montrer des propriétés au bord de l'eau. Plus je creusais, plus je trouvais. C'était systématique, sophistiqué et absolument illégal. Mon père avait créé tout un réseau de sociétés écrans. 3 d'entre elles étaient enregistrées au Luxembourg, connues pour ses réglementations souples en matière de société. Chacune avait un compte bancaire professionnel. L'argent passait de l'entreprise de gestion immobilière à ces sociétés écrans pour des services rendus. Puis l'argent revenait sur les comptes personnels de mes parents en tant que honoraires de consultation ou primes de gestion. Les fausses entreprises de maintenance étaient brillantes dans leur simplicité, Services immobiliers du Sommet, Solutions Bâtiments Cascade, Groupe Rénovation Rhône-Alpes. Elles semblaient toutes légitimes. Elles avaient toutes des enregistrements commerciaux et des numéros cirés. Elles soumettaient toutes des factures d'aspect professionnel pour des travaux qui n'avaient jamais été effectués. J'ai retracé un exemple en détail. Une propriété gérée par mes parents avait soi-disant subi une rénovation de 50 000 € l'année dernière, nouveau toit, nouvelle plomberie, améliorations électriques. Services immobiliers du Sommet avaient été payés intégralement, mais lorsque j'ai consulté les registres de la propriété, aucun permis de construire n'avait été déposé pour ces travaux. Je suis passé devant le bâtiment un soir. Le toit était visiblement vieux, le même que sur les photos d'il y a 5 ans. Ces 50 000 € avaient simplement disparu sur le compte de la société écran, puis étaient réapparus sur le compte courant personnel de mon père en tant que distribution de son investissement dans l'entreprise. Multipliez cela par des dizaines de propriétés sur 5 ans, et les chiffres devenaient stupéfiants. Le stratagème des propriétés vacantes était encore plus audacieux.
Les impôts fonciers en France sont basés en partie sur les revenus locatifs. Déclarer des revenus plus faibles, payer moins d'impôts. Mes parents géraient 73 propriétés commerciales et résidentielles. Sur leur déclaration de revenus, ils affirmaient que 18 d'entre elles avaient été vacantes pendant de longues périodes chaque année. J'ai commencé à appeler les adresses des propriétés listées en me faisant passer pour un employé de la compagnie d'électricité confirmant le service. Chaque propriété prétendument vacante avait des locataires actifs, des gens qui vivaient ou travaillaient là pendant tout le temps où mes parents prétendaient que les espaces étaient vides. Cela signifiait que mes parents percevaient des loyers qu'ils ne déclaraient pas à l'administration fiscale. Des loyers en espèces, je suppose, ou des loyers versés à une autre société écran qui n'étaient pas correctement déclarés. J'ai aussi trouvé les registres du bateau. Un yacht de 13 mètres acheté pour 215 000 €, enregistré au nom de l'entreprise de gestion immobilière, déclaré comme un bien d'entreprise dans le but de divertir des clients et de montrer des propriétés au bord de l'eau à des investisseurs potentiels. Sauf que j'ai été sur ce bateau plusieurs fois pour des voyages en famille. J'avais des photos sur mon Facebook du 14 juillet dernier, toute notre famille sur le pont, mon père à la barre. Rien dans ces voyages n'était lié aux affaires. L'administration fiscale a des règles très spécifiques sur les biens à usage mixte. Vous pouvez déduire la part professionnelle, mais vous devez être en mesure de prouver un usage professionnel légitime. Mon père ne le pouvait pas. Il avait littéralement déduit un jouet à plus de 200 000 €. J'ai passé 12 heures d'affilée à monter mon dossier. Le café a refroidi sur mon bureau. Mon téléphone a sonné à plusieurs reprises, Nicolas, ma mère, Vanessa. Je les ai tous ignorés. C'était plus important. À 3 heures du matin, j'avais tout organisé, une feuille de calcul principale reliant chaque transaction frauduleuse, des documents justificatifs numérisés et étiquetés, une chronologie montrant le schéma de la fraude, même des photographies et des publications sur les réseaux sociaux prouvant que les biens de l'entreprise étaient en fait à usage personnel. Le passif fiscal total que je pouvais prouver de manière définitive dépassait 550 000 €. Mais ce n'était que les impôts sur le revenu. Les taxes locales et contributions sociales ajouteraient facilement 185 000 € de plus les pénalités, plus les intérêts. L'administration fiscale pouvait imposer jusqu'à 75% de pénalités pour fraude civile. Les sanctions pénales étaient encore pires. Les chiffres étaient stupéfiants. Au cours des 5 dernières années seulement, ils avaient éludé au moins 550 000 € d'impôts, probablement plus, mais c'est ce que je pouvais documenter avec certitude. J'étais assise dans ma chambre d'hôtel avec des feuilles de calcul couvrant le lit. J'avais à peine dormi en 4 jours. J'avais une mine affreuse, mais j'avais tout ce dont j'avais besoin. Ma mère a appelé cet après-midi-là. Nous organisons un dîner de famille dimanche, a-t-elle dit. Ton père insiste pour que tu viennes. Nous devons discuter de cette situation comme des adultes. Quelle situation? Ton divorce avec Nicolas et la relation de Vanessa avec lui. Nous devons régler les arrangements de garde. Garde? Nous n'avons pas d'enfants. Pas encore. Mais Vanessa est enceinte. Le monde s'est arrêté. Quoi? Elle est enceinte de 8 semaines. Alors, tu vois, c'est plus compliqué que tu ne le penses. Ce bébé a besoin d'un environnement familial stable. Ton père et moi pensons qu'il est préférable que tu déménages près de ta cousine Diane. Pour prendre un nouveau départ. Nous t'aiderons financièrement, bien sûr. Mais tu dois laisser Nicolas et Vanessa être heureux. Je ne pouvais plus respirer. 8 semaines. Il le savait donc depuis au moins quelques semaines, il le savait probablement quand je les ai découverts. Le sourire de Vanessa dans ma chambre prenait soudain plus de sens. Elle avait déjà tout gagné. Tu es là? A demandé ma mère. Je suis là. Alors, tu viendras dîner dimanche à 18 h? Oui, me suis-je entendu dire. Je serai là. Après avoir raccroché, je suis restée assise, immobile, pendant 20 minutes. Enceinte. Ma sœur était enceinte du bébé de mon mari. Ils allaient être une famille. La famille que j'avais voulu. La famille que Nicolas et moi avions parlé de fonder. J'ai repensé aux conversations que Nicolas et moi avions eues sur les enfants, comment nous avions convenu d'attendre d'être plus stables financièrement, d'avoir remboursé une plus grande partie de l'hypothèque, que sa carrière soit plus sur toutes ces raisons qui semblaient logiques à l'époque. Il avait planifié une autre famille depuis le début. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Amélie du travail, déjeuner demain.
Tu as besoin de manger et je dois m'assurer que tu vas bien. J'ai accepté. Amélie était ma meilleure amie au cabinet depuis 3 ans. Elle avait rencontré Nicolas lors d'événements d'entreprise. Elle était à notre mariage. Quand tout cela a explosé, elle a été l'une des premières personnes à me contacter, m'offrant sa chambre d'amis, son temps, son soutien indéfectible. Le lendemain, devant des salades que ni l'une ni l'autre n'avons vraiment mangées, je lui ai parlé de la grossesse. Mon Dieu, a dit Amélie. Elle a posé sa fourchette et a tendu la main sur la table pour me prendre la main. Je suis tellement désolé. Je n'ai même pas de mots. Ils veulent que je déménage. Mes parents me proposent de l'argent pour que je m'installe ailleurs afin que je ne sois pas là pour rendre les choses gênantes. L'expression d'Amélie s'est durcie. Elle était habituellement la diplomate, voyant toujours les deux côtés de chaque situation. Mais quelque chose sur son visage s'est transformé en pure colère. Qu'est-ce que tu vas faire? Je m'étais posé cette question toute la nuit. Que allais-je faire? Je pouvais prendre leur argent. 45 000 € couvriraient un déménagement, le premier et le dernier mois de loyer quelque part loin, m'aideraient à recommencer. Je pouvais disparaître de leur vie et les laisser avoir leur fin heureuse. Ou je pouvais me battre. J'ai trouvé quelque chose, ai-je dit doucement. J'ai regardé autour de moi dans le restaurant pour m'assurer que personne n'écoutait. Sur l'entreprise de mes parents. Des irrégularités financières. Amélie était assez intelligente pour ne pas demander de détails en public. Tu es sûr de vouloir t'engager sur cette voie? Une fois que tu fais quelque chose comme ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ils se sont moqués de moi, Amélie. Ma propre famille trouvait hilarant que je ne sois pas au courant. Mon père a fait des blagues à ce sujet à Pâques. Je sais, et ce sont des gens horribles pour ça. Mais les dénoncer si c'est ce que tu envisages, ça va tout détruire. Leur entreprise, leurs finances, peut-être même les envoyer en prison, selon ce que tu as trouvé. Bien, ai-je dit. Le mot est sorti plus dur que je ne l'avais prévu. Il le mérite. Amélie m'a étudié un long moment. Je ne vais pas te dire quoi faire, mais je vais te dire que la vengeance a des conséquences. Pas seulement pour eux, mais pour toi aussi. Tu devras vivre avec cette décision pour le reste de ta vie. Je vis déjà avec les conséquences de leur décision, ai-je souligné. Au moins, de cette façon, c'est moi qui fais le choix. Elle m'a de nouveau serré la main. Alors je te soutiens. Quoi que tu décides. Mais promets-moi que tu y réfléchiras attentivement d'abord. Assure-toi que c'est vraiment ce que tu veux. J'ai promis, mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai passé les 2 jours suivants à finaliser ma documentation. J'ai créé un dossier que même un inspecteur des impôts de première année ne pourrait pas mal interpréter, relevé bancaire, déclaration de revenus, registre de propriété, documents de transfert, tout était recoupé et surligné. Puis j'ai déposé un rapport auprès du programme des aviseurs fiscaux de l'administration fiscale. C'est étonnamment facile. Vous remplissez un formulaire, soumettez vos preuves, et attendez. Si l'administration fiscale récupère de l'argent grâce à vos informations, vous pouvez recevoir une récompense. Compte tenu des montants en jeu, j'envisageais potentiellement une somme à 6 chiffres. Mais honnêtement, l'argent m'importait peu. Ce qui m'importait, c'était de les voir se tortiller. Dimanche est arrivé. Je me suis habillé avec soin, professionnellement, un tailleur bleu marine que je portais habituellement pour les réunions clients importantes. Je voulais avoir l'air posé, inébranlable. Je suis arrivé chez mes parents à 18 heures précises. La voiture de Nicolas était déjà là. Celle de Vanessa aussi. Ma mère a ouvert la porte. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, mais j'ai reculé. Finissons-en, ai-je dit. La table de la salle à manger était mise pour 6. Mes parents, Vanessa, Nicolas, moi, et une chaise vide. Oncle Christophe est en retard, a expliqué ma mère. Nous nous sommes assis en silence un moment. Puis mon père s'est éclairci la gorge. Ta mère et moi avons discuté de la situation, a-t-il commencé. Et nous avons trouvé une solution qui, nous pensons, rendra tout le monde heureux. J'écoute. Nicolas et Vanessa veulent se marier dès que ton divorce sera finalisé. Nous aimerions organiser le mariage ici. Petit, de bon goût, en famille seulement. J'ai hoché la tête lentement. Continuez. Nous savons que c'est difficile pour toi, a ajouté ma mère. Alors, nous sommes prêts à t'offrir un paiement unique de 45 000 € pour t'aider à déménager.
Pour recommencer ailleurs. Vous me payez pour que je quitte la ville afin que vous puissiez organiser un mariage pour mon mari et ma sœur. Ex-mari, a corrigé Vanessa. Elle avait une main sur son ventre encore plat. Le geste était possessif. Territorial. C'est ça. Ex-mari. Quand comptais-tu divorcer de moi exactement, Nicolas? Il ne voulait pas croiser mon regard. Nous allions en parler bientôt. Après qu'elle ait donné naissance à ton enfant ou avant? Ce n'est pas juste, a dit Vanessa. C'est difficile pour nous tous. J'ai ri. J'ai réellement ri. Cela les a tous surpris. Tu as raison. C'est difficile. Tu sais ce qui est difficile aussi? Découvrir que toute ta famille te ment depuis 2 ans. Se faire dire qu'il faut déménager pour ne pas rendre les choses gênantes. Découvrir que tes propres parents pensent que 45 000 € est une compensation adéquate pour avoir perdu son mari, sa sœur et sa famille d'un seul coup. Ne sois pas dramatique, a dit mon père. Tu ne perds pas ta famille. Tu seras toujours notre fille, mais tu dois être raisonnable. Vanessa et Nicolas construisent une vie ensemble. Un bébé arrive. Que veux-tu que nous fassions? Choisir un camp? Oui, ai-je dit simplement. C'est exactement ce que je veux. Je veux que vous choisissiez la fille qui n'a pas trahi l'autre. Ma mère a soupiré. La vie n'est pas si simple. Vanessa a besoin de nous en ce moment. Elle est enceinte et émotive. Tu es forte. Tu as toujours été la forte. Tu t'en sortiras. Je m'en sortirai, ai-je répété. C'est ce que vous avez choisi de croire. Prends l'argent, a dit mon père. Son ton était définitif. Prends l'argent, signe tous les papiers que Maître Dubois te présentera, et allons de l'avant. L'alternative, c'est que tu n'obtiennes rien et que nous allions de l'avant quand même. Je me suis levé. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je ne prends pas votre argent, ai-je dit. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Ils ont attendu. Vanessa souriait légèrement, comme si tout cela était très amusant. Il y a 4 jours, j'ai déposé une dénonciation pour fraude fiscale auprès de l'administration fiscale concernant l'entreprise de gestion immobilière. Je leur ai fourni 5 ans de dossiers financiers documentant une fraude fiscale systématique. Nous parlons de plus d'un demi-million d'euros d'impôts éludés, sans compter les pénalités et les intérêts. Le silence était absolu. Le visage de mon père est devenu blanc. Tu as fait quoi? Je vous ai dénoncé au fisc. Il devrait vous contacter dans les prochaines semaines pour planifier un contrôle fiscal. Compte tenu du montant en jeu et du schéma clair de fraude intentionnelle, il y aura probablement des poursuites pénales. L'évasion fiscale à cette échelle entraîne généralement une peine de prison. 3 à 5 ans, c'est la norme. Ma mère a émis un petit son, comme un animal blessé. Tu mens, a dit Vanessa. Mais sa voix tremblait. Je suis comptable, Vanessa. Une experte comptable. Penses-tu vraiment que je ne sais pas comment documenter une fraude financière? J'ai des copies de tout. Les virements bancaires, les fausses factures de ces fausses entreprises de maintenance, les registres de propriété montrant l'occupation alors que vous prétendiez que les unités étaient vacantes. Ce bateau que papa a acheté et a essayé de déduire comme une dépense professionnelle. Tout. Espèce de garce vindicative, a dit mon père en se levant. C'est à cause de Nicolas. Tu es prête à détruire l'entreprise de ta famille pour un homme. Non, ai-je dit calmement. C'est parce que ma famille trouvait drôle que je ne sache pas que mon mari me trompait. C'est parce que vous les avez couverts, que vous avez menti pour eux, puis que vous avez essayé de me soudoyer pour que je disparaisse. Nicolas n'avait rien dit. Il était assis, figé, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. L'administration fiscale prend les dénonciations très au sérieux, ai-je continué. Surtout celles avec ce niveau de documentation. Ils gèleront vos actifs pendant l'enquête. L'entreprise sera fermée. Vos comptes personnels aussi, probablement. Toutes ces propriétés que vous gérez. Vous devrez expliquer à chaque propriétaire pourquoi vous ne pouvez pas accéder à leurs fonds. Tu ne peux pas faire ça, a murmuré ma mère. S'il te plaît, nous sommes ta famille. Vous avez cessé d'être ma famille quand vous avez décidé que le bonheur de Nicolas et Vanessa était plus important que l'honnêteté la plus élémentaire. Quand vous avez ri du fait que je ne savais pas, quand vous avez traité mon mariage comme une blague. J'ai pris mon sac à main. Une dernière chose, ai-je dit. Nicolas,
J'ai aussi compilé les dossiers de toutes ces dépenses d'entreprise que tu as utilisées pour financer ta liaison. Les hôtels, les restaurants, les voyages. Je les ai envoyés à ton service des ressources humaines hier. Je crois que l'utilisation des fonds de l'entreprise à des fins personnelles est un motif de licenciement et probablement de poursuite judiciaire. Le visage de Nicolas est devenu gris. Non. Non, tu n'as pas fait ça. Si. Vérifie tes courriels. Tu aurais dû recevoir un avis ce matin t'informant que tu es mis à pied à titre conservatoire en attendant une enquête. Vanessa s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. Tu ne peux pas faire ça. Je suis enceinte. Nous avons besoin du revenu de Nicolas. Tu aurais dû y penser avant de décider que coucher avec mon mari en valait la peine. Je me suis dirigé vers la porte. Mon père m'a suivi, m'attrapant le bras. Si tu vas jusqu'au bout, tu es morte pour nous. Tu comprends, papa? Nous ne te parlerons plus jamais. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Vous ne m'avez pas vraiment parlé depuis 2 ans, ai-je dit. Vous attendiez juste le bon moment pour me dire que je ne valais pas la peine d'être honnête avec moi. Alors, oui, je comprends parfaitement. J'ai retiré mon bras et je suis parti. Les retombées ont été immédiates et spectaculaires. L'administration fiscale a agi rapidement une fois qu'ils ont vu ma documentation. En 2 semaines, mes parents ont reçu un avis les informant qu'ils faisaient l'objet d'un contrôle. Leurs comptes ont été gelés. L'entreprise de gestion immobilière a été effectivement fermée du jour au lendemain. Les propriétaires dont ils géraient les biens ont commencé à exiger l'accès à leurs fonds, pour découvrir que tout était bloqué par des saisies administratives. Nicolas a été licencié. Son entreprise ne voulait pas de la responsabilité d'un employé qui les volait, même s'il ne s'agissait que de fraude aux notes de frais. Vanessa, dont le salaire provenait de l'entreprise de gestion immobilière désormais défunte, s'est retrouvée soudainement au chômage. Ma famille a essayé de se défendre. Mon père a engagé un avocat qui, après un seul coup d'œil à ma documentation, lui a dit qu'il risquait une peine de prison sérieuse. Le mieux qu'il pouvait espérer était une négociation de peine. Ma mère m'a appelé des dizaines de fois au cours des semaines suivantes. Je n'ai pas répondu. Finalement, elle m'a envoyé un texto, « S'il te plaît, ton père risque d'aller en prison. Ne nous fais pas ça. » J'ai répondu, « Vous vous êtes infligé ça à vous-même. » Vanessa s'est présentée à mon travail environ 1 mois après le dîner. La sécurité a dû l'escorter dehors quand elle a commencé à crier dans le hall. Elle m'a traité de tous les noms. A dit que je détruisais la vie d'un bébé innocent. A dit que j'étais jalouse, vindicative et diabolique. Peut-être que je le suis. J'ai arrêté de m'en soucier. Nicolas a essayé une approche différente. Il m'a envoyé un long courriel d'excuses, disant qu'il avait fait des erreurs mais ne méritait pas de perdre sa carrière pour cela. Il a dit que Vanessa l'avait séduit, qu'il avait été faible. Il a proposé de témoigner contre mes parents en échange de l'abandon de ma plainte contre lui auprès de son ancien employeur. J'ai transféré son courriel à Vanessa sans commentaire. Le divorce progresse. Maître Dubois fait un excellent travail. Nicolas n'a plus d'argent pour un bon avocat, alors il utilise un service d'aide juridique publique. Maître Dubois estime que nous serons officiellement divorcés d'ici 8 à 10 mois, ce qui est en fait rapide compte tenu de la complexité de démêler nos biens. Quant à l'enquête fiscale, elle est en cours. Ces choses prennent du temps, mais mon contact au fisc, oui, j'en ai un maintenant, m'a dit officieusement que c'est un dossier solide. Mon père acceptera probablement une négociation de peine qui inclura une peine de prison et le remboursement intégral des impôts dus, plus les pénalités. On parle de plus d'1 million d'euros à ce stade. Son audience préliminaire est prévue dans 6 mois. La récompense pour la dénonciation mettra plus de temps à être traitée, mais je devrais finir par toucher quelque chose de substantiel. Je prévois de l'utiliser comme acompte pour une nouvelle maison, quelque part où aucun d'eux ne connaît l'adresse. Ma famille élargie s'est fracturée. Tante Denise a essayé de jouer les médiatrices, mais j'ai immédiatement mis fin à cela. Oncle Christophe m'a envoyé un message me traitant de traîtresse à la famille. Je l'ai bloqué. Certains cousins m'ont contacté pour me dire qu'ils me soutenaient, qu'ils avaient toujours pensé que mes parents me traitaient injustement. D'autres ont clairement fait savoir qu'ils me considéraient comme un monstre. J'ai perdu des gens, des amis qui pensent que je suis allé trop loin, une famille qui ne me pardonnera jamais. Une partie de moi sait que ce que j'ai fait était extrême, nucléaire. J'aurais pu simplement divorcer de Nicolas et couper les ponts avec ma famille.
Je n'avais pas à détruire leur entreprise et leur sécurité financière. Mais ils se sont moqués de moi. Ils trouvaient ma douleur drôle. Ils ont regardé mon mari me tromper avec ma sœur et ont décidé que le problème, c'était moi, pour ne pas l'avoir découvert plus tôt. Alors, non, je ne regrette rien. Environ 3 mois après que tout a explosé, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était Vanessa. J'ai perdu le bébé. Le stress était trop important. 12 semaines et tout s'est effondré. J'espère que tu es heureuse. Je ne suis pas heureuse de cela. Malgré tout, je n'ai jamais voulu qu'un enfant innocent soit blessé. Je n'ai pas répondu à son message. Mais je n'ai pas non plus causé cette fausse couche. La vérité est que la plupart des pertes de grossesse précoces sont dues à des anomalies chromosomiques qui n'ont rien à voir avec le stress. Son médecin le lui a probablement dit, mais il était plus facile pour elle de me blâmer que d'accepter que parfois, ces choses arrivent tout simplement. J'ai vu ma mère au supermarché il y a quelques semaines. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient plus gris. Elle avait perdu du poids. Elle m'a vu et s'est figée. Un instant, j'ai cru qu'elle allait s'approcher de moi, me crier dessus, faire une scène. Au lieu de ça, elle s'est retournée et est partie dans l'autre sens. Tant mieux. Je reconstruis ma vie maintenant. Je suis une thérapie, ce qui aide. J'ai recommencé à fréquenter des gens, sans engagement. Rien de sérieux. Ma thérapeute dit que je dois travailler sur mes problèmes de confiance avant de pouvoir avoir une relation saine, et elle a probablement raison. Le travail se passe bien. Ma patronne est au courant de la situation, les ragots de bureau étant ce qu'ils sont, et elle m'a soutenu. Je suis en lice pour une promotion au printemps. J'ai quitté l'hôtel pour un petit appartement en centre-ville. Il n'y a que moi et les chats. Je les ai gardés. Nicolas ne s'est pas battu pour ça. C'est calme, paisible. Personne ne me ment ici. Parfois, je me demande si je suis une mauvaise personne, si ce que j'ai fait était justifié, ou si j'ai laissé ma douleur et ma colère me transformer en quelque chose de cruel. Puis je me souviens de moi, debout dans l'embrasure de la porte de ma chambre, regardant ma sœur et mon mari ensemble. Je me souviens de la voix de ma mère au téléphone me disant que j'étais dramatique. Je me souviens de mon père disant que j'aurais dû être une meilleure épouse. Je me souviens du sourire de Vanessa quand elle m'a dit que tout le monde savait, qu'il trouvait ça drôle. Et j'arrête de me poser la question. Ils ont fait leur choix. J'ai fait le mien. J'ai détruit l'entreprise de ma famille et la carrière de mon mari parce qu'ils ont détruit ma capacité à faire confiance à qui que ce soit. Ils m'ont pris mon mariage, ma sœur, mes parents, et 2 ans de ma vie que j'ai passé à être humilié à mon insu. Alors, oui, je les ai dénoncés à l'administration fiscale. Oui, j'ai compilé des preuves de la fraude aux notes de frais de Nicolas. Oui, j'ai brûlé tous les ponts et salé la terre derrière moi. Et je le referai. Les gens sur Reddit diront probablement que je suis horrible, que je suis allé trop loin. Que 2 torts ne font pas un droit. Peut-être ont-ils raison. Peut-être aurais-je dû être la plus intelligente, partir la tête haute, et laisser le karma s'occuper du reste. Mais j'ai essayé d'être la plus intelligente toute ma vie. J'étais la responsable. Celle qui suivait les règles, obtenait de bonnes notes, se construisait une carrière. Et où cela m'a-t-il mené? Trahi par tous ceux que j'aimais, moqué dans mon dos, et on m'a offert 45 000 € pour disparaître. Alors, j'ai choisi différemment cette fois. J'ai choisi la vengeance. Une vengeance froide, calculée, dévastatrice. Ils voulaient que je disparaisse discrètement. Au lieu de ça, je suis devenu leur pire cauchemar, quelqu'un qui connaissait leurs secrets et n'avait plus rien à perdre. L'audience préliminaire de mon père a lieu dans environ 2 mois maintenant. Son avocat essaie toujours de négocier une peine, mais l'accusation ne cède pas sur la peine de prison. Ma mère évitera probablement les poursuites pénales, mais elle perdra tout financièrement, la maison, les voitures, le style de vie qu'elle a passé 30 ans à construire. Vanessa vit maintenant chez une amie. Nicolas est retourné vivre chez ses parents. Ils sont toujours ensemble, apparemment, bien que des amis me disent qu'ils se disputent constamment. La pauvreté et le chômage ne font pas bon ménage avec la romance, il s'avère. Moi? Je vais bien. Mieux que bien. La plupart des jours, je dors bien la nuit. Ma conscience est tranquille parce qu'ils ont eu 2 ans pour me dire la vérité. 2 ans pour me montrer une décence humaine élémentaire. 2 ans pour me choisir plutôt que leur propre amusement.
Ils ont fait le mauvais choix, et maintenant ils en paient le prix. Si cela fait de moi la méchante de cette histoire, qu'il en soit ainsi. Je préfère être la méchante qui s'est défendue que la victime qui a encaissé en silence.